Bon, je ne choisis pas la simplicité parce qu'il est en train de pleuvoir. J'espère que ça ne va pas se transformer en orage du Midwest parce que sinon vous allez l'entendre. Et donc ce qui fait que luminosité pas top du tout. Il est 3 h de l'après-midi, mais on a l'impression que luminosité fait 6 h dehors. Et donc lumière qui sont bonnes mais qui me donnent un teint un peu blafard. C'est pas grave, on est là pour pas les vivre. Bonjour, je suis Anne et pour le troisième mois consécutif, je vais vous parler des lectures que j'ai pu faire le mois précédent, donc pour moi là ce qui va concerner le mois d'avril. Alors depuis janvier, je note toutes mes lectures dans ce petit carnet. Voilà le nom, le titre, l'auteur, puis quelques lignes pour pouvoir m'en souvenir. Et j'ai réussi l'exploit à mettre 2 fois mars. Donc là, voilà, on est en mars, mais non, c'était avril. Il va falloir que je le reprenne. Alors c'est assez amusant parce que mes lectures, beaucoup de mes lectures pendant ce mois, il y en a 3 qui sont un peu répondues. Et les premières lectures que j'ai faites répondaient, si on peut dire ça comme ça, à des lectures, avaient un lien avec des lectures que j'avais pu faire au mois de mars. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est que je vais vous présenter ces lectures à la fois dans un ordre un peu chronologique par rapport à quand est-ce que je les ai lues, mais pour 3 d'entre elles, je vais les garder à la fin pour pouvoir les lier, parce que j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un lien et je les ai plus ou moins appréciées aussi à cause de ça. Bref, les premiers livres que j'ai lus, parce que c'est une série de 5 livres qui se retrouvent sous il y a la collection Le poids des secrets d'Aki Shimazaki. Donc c'est 5 livres, il y a Tsubaki, il faut que je me relise, Amagori, Tsubame, Wasurenagusa, Otaru. C'est des livres qui sont extrêmement courts. Et en fait, c'est des livres qui vont se répondre. Et je les ai bien plus, je les ai presque lus comme un seul et même livre avec 5 parties dedans. Aki Shimazaki est une japonaise émigrée au Canada et elle écrit en français. Je trouve ce point important parce qu'en fait ça m'avait un peu interloqué quand j'avais commencé à lire Tsubaki. Le récit est au présent. C'est assez rare de trouver des récits au présent dans des livres dans la littérature française. Et ça a une explication parce qu'en fait il va y avoir une double temporalité sur très peu de temps, mais voilà, il y a une double temporalité. Et donc ce qui est au présent se passe maintenant et ce qui est raconté au passé va se passer bien plus longtemps avant. Donc on commence avec la narratrice qui vient de perdre sa mère. La mère de la narratrice a émigré au Canada, est venue du Japon vers le Canada après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était quand elle était adolescente, elle a vécu à Nagasaki, elle a vu la bombe tomber sur Nagasaki, elle et sa mère s'en sont sortis, mais son père est décédé à ce moment-là. On voit, la narratrice nous raconte un peu ces derniers mois, ces dernières semaines avec une discussion entre son petit-fils et elle autour justement de la bombe, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien. Et il y a un truc, on sent qu'il y a un petit truc un peu bizarre.
Et donc cette femme décède et la narratrice va chez le notaire qui lui donne une enveloppe assez épaisse avec une lettre ou un carnet, je ne sais plus. Sa mère lui raconte ce qui s'est passé à Nagasaki et lui raconte en fait un secret de famille. Voilà, ça c'est Tsubaki. Dans Amagori, on va prendre ce secret de famille et le voir d'un autre point de vue. Et de cet autre point de vue, on va avoir un autre secret de famille. Et dans le 3e tome, on va voir ce 2e secret de famille qui va en amener un autre. Et en fait, c'est ça, c'est comme des poupées russes. C'est-à-dire, on a un secret de famille qui en cache un autre, pas avec les mêmes personnes, mais qui en cache un autre. Et puis encore un autre, et puis encore un autre, et puis des choses qui expliquent aussi un peu comment toutes ces personnes vivent maintenant. J'ai trouvé... Je vais attraper mon thé, je suis désolée. J'ai trouvé l'écriture très... même si en sachant que ça a été écrit directement en français, c'est quand même très japonisant avec une économie de mots qui n'implique pas une économie de sentiments. Très peu de choses sont dites, mais ça en dit des tonnes. Et vraiment, j'ai trouvé ça intéressant, ce côté de voir un secret de famille qui en révèle d'autres. J'ai vraiment trouvé ça... J'ai vraiment aimé ces 5 livres. Ils sont très courts, c'est-à-dire qu'un livre, chaque livre, je les ai lus en 1-2 heures grand maximum. C'est pour ça que pour moi, c'était plutôt un gros roman où j'ai pu lire avec différentes parties. Et bien sûr, ça se passe au Japon. On va parler aussi un peu de la Corée, et ça donc faisait écho à Pachinko et Fille de la mer que j'ai pu lire en mars. L'auteur a écrit d'autres livres et je vais m'y pencher dessus. Peut-être pas ce mois-ci, mais je sais que je lirai parce que c'était une plume que j'ai vraiment appréciée, et j'ai aussi bien apprécié les histoires. Ensuite c'est une relecture, donc je vais passer assez vite dessus. En fait, ma fille nous a demandé il y a quelques mois déjà de regarder les films Harry Potter. On avait jusque-là vu seulement, je crois, de mémoire les 3 premiers. Et donc là on est en train de les regarder tous les uns à la suite des autres. Et le dernier qu'on a vu, c'est celui de l'Ordre du Phénix. Et en fait, quand ma fille et moi on les regardait, même les premiers, c'était oh là là, mais ça il manque ça, mais ça c'est dommage, ils l'ont pas mis, puis ça c'est pas comme ça. Et là, voilà, on venait de regarder le 5 et vraiment il y avait plein de choses qui manquaient. Et ça me... pas dire que ça me portait peine, mais un peu. Et puis voilà, c'était une semaine où j'étais pas... j'étais pas au meilleur de ma forme morale. Et c'est vrai que dans ces cas-là, je trouve ça toujours assez sympa de relire des vieux livres. On a l'impression de trouver des copains, on sait, on est bien, on va pas avoir de mauvaises surprises parce qu'on sait déjà ce qui va se passer. Et c'était plutôt pas mal. Donc j'ai relu L'Ordre du Phénix, Le Prince de Sang Mêlé et Les Reliques de la Mort. Voilà. J'ai pas lu les 4 premiers parce que voilà, c'était surtout les 3 derniers que je voulais relire. Peut-être ceux où j'avais un peu moins de mémoire. Enfin voilà, autant les 4 premiers je m'en souviens bien, autant il y avait des fois sur les 3 autres je me disais mais est-ce que c'est vraiment comme ça, est-ce que je me suis pas trompée, est-ce que c'est pas... Et bon. J'ai ensuite découvert une auteure de romans graphiques, Debbie Tung, qui a écrit Quiet Girl in Another Evil World, Book Love et
Happily Ever After. Dans ces 3 livres, elle va raconter sa vie. Dans le premier, elle explique, elle raconte ses études et ses premières années de vie de jeune adulte, son mariage en tant qu'introvertie. En plus, elle se marie avec un extraverti, donc pas toujours facile. Donc ça c'est le premier. Le deuxième, eh bien ma foi, en bonne introvertie, elle lit énormément et donc elle raconte dans ce petit livre toute sa passion pour les livres, toute sa relation avec les livres, parce que voilà, à certains moments les livres c'est presque une entité vivante pour nous. Et enfin dans le dernier, elle raconte ses premières années de vie commune avec son mari. Alors celui-là, c'est le dernier que j'ai acheté. J'avais entendu parler de celui-là et ça m'intéressait bien. Quand je l'ai commandé, on m'a proposé Book Love. Et c'est après que j'ai appris qu'il y en avait un 3e. Et Happily Ever After m'a moins parlé que les 2 autres. Peut-être parce que pour moi, mes premières années de mariage sont un peu plus loin. Je vais et on va fêter nos 17 ans de mariage. Voilà. Donc bon, on n'a pas tout à fait. J'ai un peu plus de bouteilles, on va dire. Je pense que ce livre-là m'aurait beaucoup plus parlé il y a une dizaine d'années. Book Love, bon, que dire de plus quand on aime les livres? Il y a tellement de choses dans lesquelles on se retrouve. Et voilà, c'est pas une histoire en elle-même, c'est plein de petits aperçus. Et en fait, celui qui m'a vraiment, je veux dire bouleversée, c'est le Quiet Girl in a Noisy World, puisque dans ce livre-là, j'ai comment dire, je m'y suis retrouvée. Il y a des situations où je me suis, mais alors totalement retrouvée. Il y a même des fois où je me suis dit, il faudrait que je les note, que je note les pages et que je les fasse lire à mon mari pour qu'il comprenne parfois pourquoi je réagis d'une certaine façon. Et ouais, c'est très très sympa. Et j'aime beaucoup aussi comment dire, les images en fait qui sont c'est tout un camailleux de gris et je les trouve très poétiques, même quand ma foi c'est de la vie de tous les jours. Attendez, j'avais une page, il faudrait que je la retrouve parce que c'était vraiment hop, voilà. Ici on est dans une voilà, c'est le métro ou le bus et malgré ça il y a une sorte de enfin voilà, j'aime beaucoup son dessin. Et ça a été une jolie découverte. Mais voilà, surtout essentiellement celui-là. Hop, j'en profite pour les ranger directement sur l'étagère sur lequel ils iront. Alors ensuite, un des livres que j'ai lu, c'est Unpregnant. C'est un roman adolescent. Ça va bien avec les précédents Harry Potter dont je vous ai parlé. Il s'agit donc de Unpregnant de Jenny Hendricks et Ted Kaplan, qui a été traduit en français sous le titre Missouri 1627 ou 1628. Je ne sais plus trop. En fait, j'ai entendu parler de ce livre sur Instagram quand il est sorti en français. Et j'ai trouvé l'idée, l'histoire très intéressante et j'ai donc décidé de l'acheter, mais en anglais parce que voilà, on est
on est aux États-Unis, autant l'acheter rapidement et pas attendre d'être en France. Unpregnant, c'est l'histoire de Véronica, qui est une adolescente. Elle a 17 ans, elle arrive sa dernière année de lycée. C'est une très bonne élève, elle est populaire, elle a des amis, elle a un petit copain, ils sont un peu le couple du lycée. Elle a une bourse qui va lui permettre d'être la première de sa famille à aller à une université renommée. Sauf que, et le livre commence comme ça, elle découvre qu'elle est enceinte. Elle découvre qu'elle est enceinte et elle sait très bien, si elle en parle à ses parents, comment ça finira, parce que ça s'est déjà passé pour sa sœur. Elle n'aura pas le choix, elle devra justement épouser son petit copain. Et le jour où en fait Véronica découvre qu'elle est enceinte, sa sœur leur annonce à la famille une 4e grossesse, sachant que l'aînée a à peu près 3 ans. Et Véronica ne veut pas de cette vie. Elle est bien décidée à avorter, mais c'est très bien que ses parents seront contre. Donc, au fur et à mesure, on va s'apercevoir qu'elle est dans une église qui est très anti-avortement. Elle a participé, elle a préparé des affiches contre l'avortement, etc. Véronica habite dans le Missouri. Elle appelle le planning familial qui lui dit « mais on est désolé pour toi, tu as moins de 18 ans, donc si tu viens, on a besoin qu'un de tes parents vienne. » C'est la loi de l'État. Et Véronica sait très bien que c'est pas possible. Son alternative, c'est d'aller dans un autre État qui ne demande pas la présence de parents. Et pour ça, il va falloir qu'elle aille au Nouveau-Mexique, où il y a beaucoup de kilomètres. D'où comment ça s'appelle en français, le titre 1627, puisque c'est le nombre de kilomètres qu'elle doit faire pour aller dans cette clinique. Alors, dans le livre américain, on va compter en miles, mais ils sont passés de... Voilà. Un mile, c'est 1,609 km. Et bref. Sauf que Véronica n'a pas de voiture, sauf que Véronica ne veut absolument pas que ça se sache, donc elle commence à faire des pieds et des mains pour faire croire qu'elle va dans un week-end avec ses copines, et puis ses copines disent non mais je vais aller avec mon petit copain. Elle espérait pouvoir compter sur son petit copain, mais ça je vous en parle pas trop parce que c'est un sacré truc. Et elle finit en fait par y aller avec une amie qu'elle avait, sa meilleure amie du collège. Mais depuis qu'elles sont passées au lycée, elles ne sont plus amies. Et Véronica a arrêté de la considérer comme une amie, a préféré se mettre de côté, a préféré aller vers une clique de copines un peu plus socialement acceptable, dirons-nous. Mais sauf que là, elle n'a pas le choix. Si elle veut le faire ce week-end-là, c'est avec cette ancienne amie qui accepte. Et elles y vont. Et c'est l'histoire d'un road trip assez saccadé, puisque en fait voilà, on va passer de miles en miles. Alors on fait pas tous les miles, hein, je vous rassure, mais c'est vraiment, enfin, j'ai bien aimé ce rythme. Alors il leur arrive plein d'histoires. Parfois on dit c'est un peu trop, mais vraiment dans l'ensemble, enfin j'ai vraiment aimé ce livre qui est sur l'amitié, on va même pouvoir dire sur la sororité, sur les choix que l'on fait en étant adolescent qui vont impacter sur nos vies à venir, sur les choix que les adultes font à notre place et qui impactent sur nos vies et pas spécialement sur les leurs. Ouais, c'était vraiment une
une belle lecture et je vous le recommande vivement. J'ai ensuite lu dans le cadre du challenge L'Empoche classique un livre de Jane Austen, Mansfield Park. Alors, j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que l'année dernière, à cette époque, à peu près à cette époque de l'année, j'ai lu Emma de Jane Austen. Et Emma, mon Dieu, la première moitié, je me suis quand même sacrément embêtée. Alors que la deuxième moitié, elle est à couler de source. Et j'avoue que j'ai eu un peu peur avant d'attaquer Mansfield Park que ça soit la même chose. De m'ennuyer pendant une première moitié, de devoir me forcer à le lire. D'autant que les autres lectrices ont commencé tout de suite en suivant le découpage proposé. Et il y en avait beaucoup qui disaient « Oh, c'est ennuyant, ça n'avance pas, on voit pas. » Et là, je me disais « Oh là 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 là, ça va faire comme Emma, ça va faire comme Emma. Il faut que je lise, mais ça va faire comme Emma. Je vais avoir du mal. » Et en fait, un samedi après-midi, j'ai décidé de le commencer en audiobook. Voilà, c'est un vieux livre, puisqu'il date du début du 19e siècle, donc il est tombé dans le domaine public. J'avais déjà pris une version électronique du livre en français gratuitement. Et donc je me suis dit, j'ai bien arrivé, je devrais le trouver en version gratuite en audiobook. Et en effet, je l'ai trouvé. Et je suis partie me balader avec les écouteurs dans les oreilles et j'écoutais de mémoire les 5 premiers chapitres. Et quand je suis revenue, je suis passée à ma tablette, à ma liseuse parce que j'ai été vraiment attrapée. Et oui, en effet, il ne se passe pas grand-chose dans ce livre. C'est bien plus une étude de mœurs qu'une romance. Quand on voit, pareil, quand on lit Orgueil et préjugés, c'est vraiment ça. Il y a de l'action. Mais Emma, voilà, il y a de l'action. Là, non. Il y en a encore moins. Et c'est vraiment plus des descriptions de caractère, de relations entre personnes. Et j'ai été totalement attrapée. Par contre, j'ai pas eu des super traductions. Pour vous dire, alors celle que j'ai écoutée, c'était selon la traduction de 1823-26, donc une des premières traductions, c'était la première traduction de Jane Austen. Et donc j'avais écouté les 5 premiers chapitres, et quand je suis passée au 6e sur ma liseuse, je me suis aperçue que j'avais la moitié, je rigole pas, la moitié du chapitre 5 qui avait été coupé. Donc j'ai relu le chapitre 5 et même sur ma version électronique, la traduction était vraiment pas top. Pour vous donner un exemple, alors déjà il y a des fois des phrases, j'ai dû les relire 2-3 fois en me disant mais ça fait pas sens, et même après les avoir lues plusieurs fois, ça ne faisait pas sens. Et puis alors on va suivre dans cette histoire Fanny, une jeune fille, et Fanny a un frère qui s'appelle William, pendant tous les livres, sauf le dernier chapitre où il devient Guillaume. Alors oui, Guillaume, c'est une traduction de William, mais quand même, ça fait un peu drôle. Donc en effet, on va suivre Fanny, qui est une jeune fille. En fait, on va partir déjà avec 3 sœurs. 3 sœurs, l'une va faire un très beau mariage en épousant un lord anglais. La deuxième va faire quelque chose de pas trop mal en épousant un révérend. Et la dernière épouse un lieutenant de marine et tombe un peu en disgrâce. Elle n'a pas autant d'argent que ses sœurs. Elle a beaucoup d'enfants, sachant que celle mariée au révérend n'en a aucun. Et voilà, et pendant 10 ans, les sœurs ne se parlent pas. Jusqu'au jour où la plus jeune demande à maman, vous pourriez quand même un peu m'aider. Et les 2 autres décident d'élever à sa place sa fille aînée. Voilà, la fille aînée, Fanny, va partir et va être éduquée avec ses cousins et cousines. Bon, elle va être éduquée comme une cousine pauvre, hein. Elle va peut-être apprendre les mêmes choses, mais on va bien lui faire sentir sa place.
Et donc on passe assez rapidement sur ces premières années, et en fait c'est quand Fanny est adolescente, 16-18 ans, où là on va, voilà, l'histoire va vraiment se passer. Et on va voir les cousines qui sont un peu snobinardes, on va voir la petite, comment dire, la petite société provinciale riche. Voilà, c'est très intéressant, c'est très amusant. Et alors par contre, la fin est assez amusante parce que moi j'ai vraiment eu l'impression que les personnages à un moment ont échappé à Jane Austen. Et elle écrivait l'histoire, et puis tout d'un coup, au dernier chapitre, elle dit mais non, mais je veux pas que ça soit comme ça, et plouf, par un retournement de situation dans les 2 derniers chapitres, elle change totalement la fin à laquelle on s'attendait depuis quelques chapitres, et ça faisait un peu bizarre. Mais c'était vraiment une bonne lecture, pour vous dire. Donc je l'ai commencé le samedi après-midi vers 4-5 heures, et le dimanche à 10 heures, elle était finie. Ensuite, j'ai lu les 2 vies de Lydia. Avant de parler de ce livre-là, je voudrais revenir sur Jane Austen. Je pense que en mon retour en France, j'achèterai les traductions, les différents livres dans la collection livres de poche, puisque j'ai Emma dans cette série, pour voir si, comme il y avait certains trucs qui m'embêtaient, et je pense vraiment que c'est la traduction, et l'avoir dans une bonne traduction, voire peut-être l'acheter en anglais, je sais pas. Donc ensuite, j'ai lu les 2 vies de Lydia Burr de Josie Silver. Josie Silver a déjà écrit Un jour en décembre. Alors, Un jour en décembre, j'ai lu en anglais. Les 2 vies de Lydia Burr vont sortir, ou sont sorties il n'y a pas longtemps, en français. Un jour en décembre, j'avais eu du mal, et justement ça fait un peu écho à la fin de Mansfield Park. Mansfield Park, je vous disais, à un moment on avait l'impression que les personnages avaient un peu échappé à Jane Austen et qu'elle les avait remis sur le chemin qu'elle voulait. Dans Un jour en décembre, c'était un peu différent. J'avais l'impression que l'auteur avait décidé que voilà, ces 2 personnages, ça finirait comme ça, et après il faut leur arriver des trucs parce que ça dure 10 ans. Mais on perd pas la ligne, on perd pas de vue la ligne d'arrivée, et ce qui faisait que ça sonnait un peu bizarre à mes yeux. Voilà, donc c'était pas un livre que j'avais apprécié la plume, mais pas spécialement l'histoire. Dans les 2 vies de Lydia Bird, on suit donc la jeune Lydia, la jeune, c'est une jeune femme, elle a une 20aine d'années, et qui perd son fiancé le jour de son anniversaire à elle. C'est dans le prologue. On la retrouve 56 jours après. C'est un... Voilà, on imagine bien, 36e dessous. Ça fait presque 2 mois où sa mère et sa sœur essayent de la porter à bout de bras. Elle ne dort pas, elle ne travaille plus, elle ne dort pas. Et sa mère, à un moment, oblige son médecin à lui donner des pilules des pilules fortes pour qu'elle puisse dormir. Lydia va prendre une de ces pilules pour, grosso modo, faire plaisir à sa mère. Et là, en dormant, elle se réveille dans, on va dire, une vie alternative où son fiancé est toujours vivant et où la vie a continué. Certaines personnes, elles ont ça. Elles se réveillent, elles prennent une pilule, elles se rendorment pour faire ça jusqu'au bout. Lydia, elle, non, ça va pas être tout à fait ça. Elle va se dire, oh, il faut pas que je les prenne tout en même temps. Je vais en profiter, là aujourd'hui, je me lève, je me douche, je sors, et comme récompense, j'aurai droit à prendre une pilule ce soir. Et donc, petit à petit, elle va reprendre sa vie en main. Elle va suivre ce qu'aurait pu devenir son ancienne vie, en s'endormant de temps en temps avec ses pilules. Mais elle va suivre aussi ce qu'est devenu malheureusement sa vie. Oui, il y a eu quelque chose, mais sa vie, elle continue. Et j'ai trouvé, et vraiment l'idée de base est super intéressante, mais Lydia, je ne l'ai pas appréciée. J'ai trouvé assez, honnêtement,
je l'ai trouvée assez fade. Elle est gentille, on compatit à son malheur, mais ça s'arrête là. J'ai trouvé extrêmement égoïste. Pendant 2 mois, sa mère et sa sœur l'ont tenue à bout de bras. Et quelques mois plus tard, alors que Lydia pourrait être là pour sa sœur, elle se barre. Elle se barre, elle est censée partir pendant 2 semaines, elle reste 9 semaines à l'étranger. Son boulot, à la rigueur, c'est pas trop grave, c'est voilà. Et ça m'a... Il y a une sorte d'égoïsme de la part de Lydia qui m'a plu qu'à moitié. Et puis, il y a quand même une petite romance qui arrive sur la fin un peu comme un cheveu sur la soupe. Le côté happy ending pour tout le monde, j'ai pas de problème avec ça, j'ai pas de problème avec les happy endings, mais là ça faisait un peu comment dire, ouais, non, c'est pas, j'ai pas spécialement aimé la fin en fait. Et en fait je sais pas si un jour en décembre je l'ai donné, et celui-là je ne sais pas si je le garde ou si je le donne. Possible que je le donne. Mais voilà. Après, si vous aimez les romances, je pense qu'ils peuvent vous intéresser. Et je vous dis vraiment, l'idée de base est vraiment intéressante. Et en fait, voilà, petit à petit, on voit qu'elle va faire son deuil. Donc voilà. Je vais mettre au 8 avec ça. Voilà. Et donc, je vais enfin vous parler des 3 derniers livres que j'ai lus. Enfin, au cours du mois, et qui ont, je trouve, quelque part un lien entre eux, puisqu'ils parlent tous les 3 d'enfermement. Il y a The Ballroom d'Anna Hope, Alias Grace de Margaret Atwood et Witchlight de Susan Fletcher. Alors, The Ballroom, je l'ai lu sur les conseils de ma maman. Et en fait, on est en 1911. On est dans un asile avec des femmes d'un côté, des hommes de l'autre, et une fois par semaine, ils peuvent danser ensemble parce que c'est un asile relativement moderne qui se suffit à lui-même. Les personnes qui sont enfermées là travaillent pour faire marcher en fait l'asile. Donc les femmes font la lessive entre autres, les hommes vont travailler au champ, etc. Et une fois par semaine, il y a de la musique parce que la musique adoucit les mœurs. Et voilà. On va suivre tout ça, c'est là. On va suivre 3 personnages. Alors pour tout vous dire, si les noms n'étaient pas derrière, je ne m'en souviendrai pas. Pour vous dire que on va suivre la jeune Ella, qui est envoyée à l'asile parce que ouvrière de filature de coton. Un jour, elle a pété un câble et elle a cassé une vitre. Et donc pour ça, on l'envoie à l'asile. On va suivre également John, qui lui aussi est interné en asile. Lui est un Irlandais plus âgé que Ella. Et alors on comprend qu'il est arrivé là parce que alors, on comprend. Est-ce qu'il est rentré parce que c'était un vagabond parce que en dépression suite à un événement de sa vie, ou est-ce que c'est lui qui, fatigué quelque part d'être un vagabond à cause de sa dépression, et fatigué de sa dépression, est rentré? On ne sait pas trop. Mais voilà, il y a ces 2 personnages-là. Et il y a un troisième protagoniste, Charles, qui est un jeune homme de la bourgeoisie qui n'a pas réussi ses études de médecine, contrairement à ce que son père désirait. Excusez-moi. Et qui, pour sortir de l'atmosphère un peu pesante de la maison familiale, s'est fait engager quelques années auparavant dans cet asile, dans le service médical.
C'est pas un médecin, puisqu'il n'a pas le titre, mais voilà. Et entre autres, c'est un musicien, et donc qui va jouer violon et piano pour les personnes qui sont internées. Bon. Et en fait, maintenant ce livre, j'ai trouvé qu'il y avait plein de thèmes qui étaient abordés, puisqu'on a l'internement, on a comment dire, quelle place laisser à cette époque, et en filigrane aujourd'hui, aux personnes qui sont considérées comme fous. Déjà, qu'est-ce que c'est la folie? On va parler d'eugénisme aussi. On va parler de plein de choses, mais en fait, on va énormément survoler. Il y a un personnage qui, lui, n'a pas de voix, parce qu'en fait, on va suivre alternativement, on va suivre John, on va suivre Ella, on va suivre Charles. Et donc, on va avoir un peu leur point de vue, même si ce n'est pas la première personne, mais on va avoir leur point de vue. Et il y a un quatrième personnage, Clem, qui est une jeune fille de la bourgeoisie, qui est internée à la demande de sa famille. Et je trouve qu'il aurait été tellement plus intéressant de suivre Clem que Ella. Ella, c'est un peu comme Lydia, quoi. Elles sont un peu insipides. Enfin voilà, j'ai envie de dire, pourquoi elle? Pourquoi elle? Je pense que Clem, refaire cette histoire, ce roman avec Clem, ça aurait été tellement plus intéressant. Et puis en plus, voilà, au quatrième de couverture, on va nous dire quand John et Ella se rencontrent, c'est une danse qui va changer de vie pour toujours. Bon, déjà, ils se rencontrent à la moitié du roman, quasiment. Alors, oui, non, ils se rencontrent un peu au début, mais quand on parle de danse, ça serait plutôt, voilà, au milieu. Et en fait, on attend que ça, quoi. Et puis, quand ça se passe, c'est pas non plus... voilà, quoi, c'est pas transcendant. Et en fait, ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que j'ai l'impression que la romance que l'auteur a voulu mettre, a un peu enterré tout le reste. Même, voilà, de l'enfermement, de la folie, on n'en parle pas tant que ça. Et j'ai trouvé que c'était bien plus un prétexte à l'histoire, plutôt quelque chose d'important, alors que ça aurait... Je pense que le livre a été bien plus intéressant. En oubliant la romance, voilà, clairement, en oubliant l'histoire d'amour. Bon, mais c'est pas grave. Là, lui, c'est clair que c'est un livre que je vais donner, qui ne va pas partir en France avec moi. Il a été traduit sous le nom La salle de bal. Ensuite, Margaret Atwood, alias Grace. Alias Grace, j'ai découvert ce livre-là il y a 3 ans en regardant la série qui en était inspirée. C'est pas tout à fait ça, mais j'arrive plus à trouver le mot. Sur Netflix, Captive. Et j'avais beaucoup aimé cette série. Et donc je m'étais dit, je vais lire le livre. Bon, c'était un peu... j'avais eu les yeux un peu plus gros que le ventre. Je pense que j'aurais pu le lire, sauf que sans trop... Enfin, j'en avais lu à peu près un tiers. Et en fait, je suis partie en France pour les vacances. Et j'ai lu beaucoup en français. J'ai ramené des livres français. Et quelque part, j'ai pas eu le courage de m'y remettre. Et là, je me dis, allez, finissons-le ce livre. Grace, c'est une jeune immigrante irlandaise au Canada qui est bonne à tout faire et qui va un moment qui est donc bonne à tout faire dans une maison où il y a 4 personnes, le maître, la gouvernante, Grace et l'homme à tout faire. Et l'homme à tout faire va tuer le maître et la gouvernante qui était sa maîtresse. Et Grace, on ne sait pas si elle a été complice ou si elle a été complice volontaire en aidant à les tuer, voire en incitant l'homme à tout faire à les tuer, ou si elle aurait été à ça de devenir victime. En fait, on ne sait pas parce qu'elle a perdu la mémoire de ces quelques jours.
peut même dire de ces quelques heures. Et, mais est-ce qu'elle a vraiment perdu la mémoire ou est-ce que c'est quelque chose? Et ça commence vraiment, enfin ça commence comme ça, c'est-à-dire que c'est une histoire c'est une histoire vraie. Grace Grace Marks a vraiment existé dans les années 1840 au Canada. Et donc on commence avec tous les chapitres commencent avec des extraits de journaux ou de livres parlant de cette affaire. Et donc ça fait déjà une grosse dizaine d'années que Grace, alors elle a été jugée coupable, l'homme à tout faire a été exécuté, elle a vu sa sentence à mort commuée en prison à perpétuité. Mais des groupes de personnes la considèrent comme innocente, considèrent que déjà le fait qu'elle ait 16 ans à l'époque, voilà, font que face à un homme qui a je sais pas, presque une trentaine d'années, elle avait pas le choix, même si elle y a participé, elle n'avait pas le choix. Et donc voudrait quelque part la faire délivrer. Et pour ça, ils vont faire appel à un jeune médecin, Simon Jordan, qui a étudié en Europe, qui a étudié les prémices de la psychanalyse. Et donc Simon vient et va rencontrer petit à petit, régulièrement, Grace pour lui faire raconter ce qui s'est passé pendant ces quelques heures où il y a eu les deux assassinats. Sauf que, voilà, lui il arrive plein d'espoir en disant presque elle va me voir, je vais lui donner on va trouver un truc et puis elle va tout sortir, ça va être rapide. Et on sent voilà, le jeune médecin qui non seulement qui se dit qu'il va y arriver, mais en plus qu'il a besoin d'y arriver parce qu'il a une idée d'asile moderne, un lien, et qui voudrait faire, sauf qu'il n'a plus d'argent et voilà, il se dit si mon nom était connu grâce à ça, ça serait génial. Grace, elle va lui expliquer petit à petit comment elle en est arrivée à travailler dans cette maison. Et elle va lui raconter son histoire, et vraiment petit à petit, et on sent que pour Simon c'est chiant quoi, il a juste une envie, c'est que, passez-moi l'expression, elle crache à Valda, ça lui permet d'être connu et qu'il puisse monter son petit truc. Et non, Grace, elle va lui raconter les petits plaisirs de la vie, les gros inconvénients de sa vie de bonne à tout faire. Et c'est vraiment bien. Et en fait, Simon, il l'écoute, mais il l'entend pas. Il est... voilà. Il pense... J'ai presque envie de dire, il ne pense qu'à lui. On voit la place de la femme dans ces années-là, la bonne à tout faire ou la gouvernante qui voudrait les problèmes des filles non mariées qui avaient des enfants. On voit les mal mariés, on voit plein de choses et c'est un petit bijou. Et c'est un petit bijou, ne serait-ce que pour comment ça s'appelle ? Oui, les descriptions de la vie de tous les jours. On sent que voilà, Grace n'a pas eu une vie des plus faciles, mais c'est totalement illuminé par ce qu'il peut y avoir tous les jours. Voilà, une lessive qui se passe bien, et c'est agréable. Et ça, cette magie de tous les jours, on va la retrouver dans Witchlight de Susan Fletcher. Alors ce livre a été traduit en français par Un bûcher sous la neige. Et en fait, j'en ai entendu parler juste avant de venir aux États-Unis. Et j'avais pas acheté le livre juste avant. Sauf que il était traduit, il est édité par le livre de poche et il n'est pas disponible en version électronique. Et puis quand je revenais, j'ai oublié de le prendre et je me suis dit c'est pas grave, je vais le lire en anglais. Sauf que je n'arrivais pas à le trouver en anglais, puis quand je voyais c'était Corag le nom, et impossible de le trouver.
il était, voilà, il était plus édité. Il y a quelques mois, j'ai fait une recherche, je suis allée sur Wikipédia pour voir ce qu'avait écrit Sven Fletcher, et c'est là où je me suis aperçue, où j'ai appris que Korag, donc Un bûcher sous la neige, a été édité en anglais sous plusieurs noms, dont Witchlight. C'est super pratique. Et donc là, j'ai pu l'acheter, et puis je me suis retrouvée devant ce livre en disant j'aimerais me lire, mais est-ce que c'est une bonne idée? Parce que voilà, vous savez un peu, ces livres qu'on a attendus pendant longtemps. Bon. Et donc bref, là j'ai lu. Et donc on va suivre Korag, une jeune fille qui est emprisonnée parce que c'est une sorcière. À la moment on s'aperçoit que c'est pas seulement pour ça, elle a aussi assisté à un massacre d'un clan Highlander à Glencoe. On est fin du XVIIe siècle, on est en 1692. Le roi James Stuart a dû quitter l'Angleterre, remplacé par Guillaume d'Orange, qui est, voilà, les Highlanders sont jacobites, donc avec le roi James, alors que les Anglais sont plutôt avec Guillaume d'Orange, et ça passe pas. Et on suit Charles Leslie, un Irlandais, un pasteur irlandais qui arrive justement en Écosse pour, je vais dire étudier, mais c'est pas le nom, pour un peu enquêter sur le massacre de Glencoe, en espérant, pour lui il est persuadé, c'est le roi qui a commandé ça, le roi Guillaume d'Orange, donc en montrant, en pouvant démontrer que c'est lui, ça va amener un soulèvement, et le roi James Stuart va pouvoir reprendre sa place. Et pour ça, il va devoir aller voir la sorcière qui attend d'être brûlée. C'est la fin de l'hiver, il neige encore beaucoup, il fait trop froid pour qu'elle puisse brûler, donc c'est pour ça le bûcher sous la neige. Mais quand arrivera le dégel, arrivera le feu de joie, si on peut dire ça comme ça. Charles arrive, et pour lui c'est une sorcière, il va falloir qu'il fasse attention à pas être envoûté par elle. Et Korag dit oui, vous voulez savoir ce massacre, d'accord, je vais vous le raconter, mais avant je vais vous raconter ma vie. Voilà, parce que moi je vais mourir, et j'aimerais qu'on se souvienne de moi un peu. Au début, voilà, Charles n'est pas content du tout, mais il se dit on n'a rien sans rien. Et après chaque visite à Korag, il écrit à sa femme, et en disant oui, la sorcière, elle me raconte des trucs. Et à un moment, on sent que sa femme lui a écrit, enfin on sait que sa femme lui a écrit, et ça a dû être un peu du genre tu vas te calmer, Coco. Voilà d'abord comme une femme, voire même comme un enfant, elle est une jeune fille, elle a une vingtaine d'années tout au mieux, même plus jeune. Considère d'abord comme ça avant de la voir comme sorcière. Sorcière, c'est un nom qu'on donne aux gens, et c'est en effet, c'est ce que Korag dit depuis le début. Elle est sorcière quelque part parce que sa mère était étiquetée comme sorcière, parce que sa grand-mère a été étiquetée comme sorcière, et que à un moment elles n'avaient pas le choix que de se conformer à la vision que les autres avaient d'elle. Et donc là, il va vraiment avoir une différence, et Charles va commencer à entendre ce que Korag lui a dit. Il l'écoute pas seulement, il l'entend. Et contrairement à Simon qui n'entendait pas ce que Grace pouvait lui dire, lui Charles va entendre, il va comprendre, va se dire que oui, en effet, il y a de la magie dans la vie de tous les jours, il y a des descriptions des paysages des paysages écossais qui est juste superbe. Et donc petit à petit, il va comprendre ce qui s'est passé, comment s'est passé le massacre. Il va comprendre aussi qu'elle n'est quelque part qu'un bouc émissaire, bien plus une sorcière, elle est un bouc émissaire.
et c'est génial, et ça fait vraiment appel, et voilà, pour moi Alice Grace et Witchlight, je suis super contente de les avoir lus dans le même mois, parce que il y a ça, il y a qu'est-ce qu'était la voix des femmes au 18e et au 19e et au 17e siècle par rapport aux hommes, pas tant que ça. Et la description de ces petits plaisirs de tous les jours, c'était... ouais, non, j'ai vraiment beaucoup apprécié ces deux livres. Voilà. Et ça fait déjà pas mal de livres pour ce mois d'avril. Je vous laisse donc là. J'espère que je vous aurai donné envie d'en lire certains. Si vous avez des livres à me conseiller, n'hésitez pas. Peut-être que je les ai qui n'attendent qu'un mot pour sauter dans les livres que je lirai. J'ai le chat à mes pieds là qui est installé tout bien. Je ne sais pas si vous l'avez entendu grogner hein, de contentement en se mettant bien en boule. Bref, je suis désolée. Je vous laisse et donc on se retrouve pour un autre point lecture dans un mois. Au revoir.